14e législature, Guy faut le mieux canaliser Guy Marius Sagna s'il y arrive. Parce que là également, c'est une question qui semble difficile à gérer. Un parti organisé n'étale pas ses difficultés au grand public. Parce que quand la discipline de parti prévaut, certaines choses sont gérées et bien gérées de manière très sereine. Mais au-delà des postures individuelles, cet épisode révèle surtout les tensions et contradictions qui traversent le parti au pouvoir, le PASTEF. C'est les tiraillements politiques. Dans un parti politique, il y a des clans. Ça, je vous le dis, il y a des clans, il y a des tiraillements, il y a des tendances, comme on dit, il y a des tendances. D'habitude, c'est des guerres qui se passent au sein du parti, qui parfois c'est des querelles internes, mais parfois aussi ça sort sur la place publique. Dans les grands partis, on arrive à gérer ces problèmes au niveau interne, ces contradictions. Mais parfois, si on ne fait pas attention, ça sort sur la place publique. Et quand ça sort sur la place publique, ça peut avoir des conséquences pour l'image du parti, pour l'image du PASTEF. Entre fidélité à ses convictions et loyauté partisane, Guy Marius Sagna marche sur une ligne de crête. Et apparemment, ce funambule involontaire illustre mieux que quiconque les tiraillements d'un pouvoir encore en quête de cohérence. Après 1 an et demi de pouvoir. Mohamed Ali Mouba, il est midi 7 minutes, la suite du journal après ceci. RFM, la radio de toute l'actualité. L'émigration, donc nous parlons de l'émigration irrégulière plutôt avec justement un phénomène qui a pris de l'ampleur au niveau des îles, situation qui, aux yeux des communautés insulaires, est due à une absence de politique d'emploi. La pêche artisanale, l'activité principale dans les îles, est morte. Du coup, de nombreux jeunes pêcheurs sont partis chercher une vie meilleure en Europe. Les communautés insulaires, particulièrement celles du Sine, demandent aux autorités de mettre en place une bonne politique de développement des îles. Aminata Goudiaby. C'est la matière première sont pour la plupart partis en Espagne. Presque tous ont pris les pirogues. Pour vous dire la vérité, en tant que parents, nous ne sommes pas fiers de ces départs massifs de nos jeunes vers l'Europe. Ils le font même à notre insu. Faites le constat vous-même, il y a moins en moins de jeunes dans les îles. Ce n'est pas une situation que nous préférons, mais les jeunes nous disent souvent qu'ils n'ont pas le choix. L'absence de débouchés dans les zones insulaires est la principale raison de l'immigration clandestine. Les îles sont presque oubliées. Aucune infrastructure pourvoyeuse d'emploi. La pêche artisanale ne nourrit plus son homme. Nous voudrions avoir des centres ou des structures qui permettent à nos enfants de travailler et de gagner leur vie. Ils ont des formations dans des métiers comme la restauration, la coiffure, entre autres, mais ils ne parviennent pas à exploiter leur talent quelque part. L'État doit aussi développer le transport dans les îles. Le déplacement des populations demeure difficile. Les ponts en bois sont tous usés. Lamine Diaye, habitant de Djirnda. On parlait souvent du ponton Fambine Maya qui relie nos localités. Là aussi, voyant là, on n'a pas de ponts qui dépassent même pas les 500 mètres, les 600 mètres. Donc je vois que l'État peut venir nous rétablir ces pontons. Et en ciment, je dis, les pontons en bois, ça ne dure pas. Le niveau d'électrification rurale est à améliorer également. L'érosion côtière gagne du terrain dans plusieurs villages insulaires de la région de Fatick. Ce sont aussi des préoccupations soulevées. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. À Saint-Louis, justement, Aminata Goudiaby, l'antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées de la police a procédé à l'arrestation de 19 individus qui seraient impliqués dans des activités de trafic de migrants. Leur interpellation a eu lieu entre le 13 et le 17 juin dernier suite à un renseignement faisant état de préparatifs de départ clandestins depuis les côtes saint-louisiennes. L'exploitation des informations a permis d'empêcher 2 départs imminents. Au-delà des 19 personnes arrêtées, cette opération dénommée Vautour a aussi permis de saisir une pirogue, un moteur hors bord et 1980 litres de carburant. Les accidents de la route impliquant les nouveaux types de véhicules communément appelés Cheikhou Charifou, ils sont nombreux ces derniers jours entre Touba et Linguère. Là-bas, justement, entre Linguère et Dara Djolof, les chauffeurs estiment que les accidents ne sont pas exclusivement causés par ces nouveaux types de véhicules, mais plutôt
à l'excès de vitesse et à la somnolence. Bayasan Diaw leur a donné la parole pour en savoir davantage. La plupart des accidents de ces derniers temps sont causés par des véhicules communément appelés Cheikhou Chérifou. Mamadou Gueye, président du regroupement des transporteurs de Linguère, donne quelques explications. Les véhicules communément appelés Cheikhou Chérif des Toyota IAS, ils sont plus nombreux dans le transport, raison pour laquelle, en général, à chaque fois qu'il y a accident, on note la présence de ces véhicules. Maintenant, la cause principale des accidents, ce sont les chauffeurs. Nous constatons que les 80% des accidents sont causés par des chauffeurs. Les causes principales, c'est l'excès de vitesse et la somnolence. Ce sont les deux causes qui font tomber les véhicules. Et pourtant, ce sont des véhicules conçus avec toutes les normes sécuritaires. Révèle Tala Diaw, il est le président du regroupement des chauffeurs de Dar Jolof. Ce sont des véhicules avec toutes les normes de sécurité requises, mais c'est surtout l'excès de vitesse qui pose problème. Les responsables dans ces gares routières font de leur mieux pour sensibiliser les chauffeurs, selon Tala Diaw. Les responsables passent tout leur temps à sensibiliser les chauffeurs, mais des fois aussi il est bon de penser au destin. Ces types de véhicules dominent le transport, notamment sur l'axe Dakar-Fouta, et leurs conducteurs devraient penser aux nombreuses vies sacrifiées. L'excès de vitesse en est pour beaucoup. Bayasan Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Sortis en masse des acquéreurs de la SNHLM, vaste rassemblement à Jaxaay Parcelles Assainies pour réclamer leurs parcelles. Suite à la décision rendue en leur faveur par la Cour suprême, c'était au mois d'avril dernier. Très en colère, ces acquéreurs regroupés dans un collectif dénommé Arsounou de Kouaï dénoncent une occupation illégale de leurs parcelles par des non-ayants droit. Leur porte-parole Mamadou Ndiaye avec Aminata Ba. Eh bien, le banditisme continue, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des terrains qui sont toujours occupés par des gens qu'on ne connaît pas. Nous ne voulons pas effectivement prononcer des noms, mais les autorités politiques, de même que les autorités communales, savent exactement qui sont concernés. Alors, par contre, nous attirons l'attention des autorités centrales qu'il faut absolument que la décision de la Cour suprême soit exécutée. Eh bien, il y a une décision sur laquelle, les terrains, c'est-à-dire le 1451, appartiennent à la Société nationale des HLM. Et nous tous ici, nous avons acheté ces terrains-là à cet organisme-là. Puisque nous avons confiance à cet organisme-là, c'est un démembrement de l'État. Par conséquent, nous pensons que justice doit être faite en notre faveur. Voilà. Donc nous appelons effectivement les nouvelles autorités qui, effectivement, sous leur autorité, ont permis à ce qu'il y ait cette décision-là de la Cour suprême. Nous attirons leur attention en leur disant simplement de faire tout pour nous accompagner, de faire tout pour que la justice soit effectivement le credo de notre pays. En plus bref, les travailleurs de la pharmacie nationale d'approvisionnement SEN-PNA qui observent un mouvement d'humeur, l'intersyndicale a donné un mot d'ordre de port de brassard rouge depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. C'est pour réclamer entre autres le paiement de leur prime le paiement donc de leur prime de 2023 de qualification. Bien sûr. Et nous nous rendons à Thiès. Des nouvelles des élèves du lycée Jules Sagna qui ont été arrêtés mercredi suite à des supposés cas de fuite lors des évaluations du second semestre. Aux dernières nouvelles, ils viennent d'être déférés devant le procureur. Certains ont été libérés à l'issue de leur audition au commissariat du 1er arrondissement. Du côté du lycée Malik Sy également, l'enquête concernant l'affaire de la fuite notée lors de ces évaluations. L'enquête donc se poursuit, nous dit Koumba Sandiane Faye. Ils sont sur le point d'être déférés. Les élèves du lycée Jules Sagna vont devoir faire face au procureur pour audition. Leur garde à vue fait suite à leur interpellation le mercredi dernier. Au nombre de 15 élèves en classe de seconde. Ils avaient été arrêtés pour supposé cas de fuite d'épreuves lors des compositions d'histoire et de géographie. Après 2 jours au commissariat du 1er arrondissement de Thiès, hier 2 des 15 ont été libérés suite à leur audition par la police, ce qui a fallu l'interpellation d'autres cités dans l'enquête. Au commissariat
Dia, les auditions se menaient en présence des éléments de l'AMO, Action éducative en milieu ouvert, qui les a assistés. Suite aux interpellations des 15 le mercredi, hier jeudi, leurs camarades ont manifesté avant d'être très vite maîtrisés par la police. Pour les élèves qui feront face au juge ce vendredi, des sources nous parlent de leur éventuelle libération. Sur le cas du lycée Malick Sy de Thiès, l'enquête se poursuit pour déterminer l'origine des supposées fuites qui avaient fait réagir les enseignants. Ces enseignants doivent rencontrer ce vendredi les partenaires sociaux, à savoir le G7 local, la COSIDEP et le comité local du dialogue, après avoir rencontré déjà l'inspecteur d'académie pour un retour à un climat apaisé. Koumba Sandiane Faye, le village de Soreto dans le département de Bakel dispose désormais d'un poste de santé. Cérémonie de réception hier en présence des autorités administratives et locales. Le sous-préfet de Kenyeba a saisi l'occasion pour lancer un appel à toute la population et aux maires d'accompagner donc la structure sanitaire réalisée et équipée par un certain Issa Sissoko Orpailleur à hauteur de 220 millions de francs CFA. Situé dans la commune de Ngidile, dans le département de Kébémer, le village de Kaïbdia fait face à de nombreux défis: enclavement, manque d'infrastructures de base, notamment dans le domaine de la santé, absence d'électricité, entre autres. Nafissa Toundiaye. Kaïbdia, ce village enclavé de l'arrondissement de Mbédiène cumule de nombreuses difficultés. L'absence d'une piste praticable reste la principale préoccupation des habitants qui en subissent quotidiennement les conséquences. Moustapha Dia, habitant de Kaïbdia. Nous avons vraiment besoin d'électricité dans notre village. Nous souhaitons également bénéficier de cette piste qui relie Louga, Mbédiène et Sagata, car les producteurs agricoles du village rencontrent d'énormes difficultés pour sortir leur production. L'agriculture est l'une des activités principales qui y sont pratiquées. Pourtant, l'accès à l'eau y reste un problème majeur, nous dit toujours Moustapha Dia. Nous avons de l'eau certes, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant car nous ne pouvons pas pratiquer le maraîchage avec le peu que nous avons. Parfois, nous nous levons tard dans la nuit pour puiser de l'eau. Quant à Maguette Thiam, résidente de Kaïbdia aussi, sa préoccupation est relative à l'absence d'infrastructures sanitaires dans leur village. Nos moulins à mine ne fonctionnent plus. Nous avons besoin d'aide. Nous souhaitons aussi la construction d'une case de santé, car les femmes enceintes accouchent parfois sur des charrettes. Et pourtant, notre village n'est pas si loin de Louga. Nous sommes juste à 5 km. Toutes ces doléances ont été exprimées à l'occasion du grand rassemblement organisé par les habitants du village. Face à cette situation, ils interpellent les autorités et demandent des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Nafissa Toundiaye, Kaïbdia, Radio Futur Média. Je vous l'annonçais en titre, ce 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Le Sénégal compte plutôt 20 000 réfugiés mauritaniens. Ils sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment au plan administratif. Nafissa Toundiaye. Les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal, toujours dans une situation de chaos, des difficultés tout le temps et sur tous les plans. Le constat est ainsi fait. Abdourahmane Sy est mauritanien et il s'est réfugié au Sénégal depuis le 7 mai 1989. C'est le chaos total actuellement. Depuis 1989 jusqu'à présent, les gens vivent à peu près dans les mêmes conditions d'existence. On n'a pas encore le choix de rentrer à Mauritanie. L'intégration de ces réfugiés ici au Sénégal, c'est très difficile. Ils ont des problèmes de logement, de prise en charge, de santé, puisqu'ils ne se soignent pas. Même la mutuelle que le ACR avait mis en place dans les passés a été arrêtée puisqu'on avait constaté que le réfugié mauritanien payait encore plus que le national par rapport à cette mutuelle de santé. Aux efforts qu'ils ont développés et qui n'ont rien servi et qui n'ont pas changé les conditions de vie et d'existence de ces réfugiés mauritaniens. Des lenteurs administratives qui leur pourrissent l'existence. Jusqu'à présent, ils refusent de nous remettre nos titres de voyage, nous permettant la mobilité. Nos enfants ont grandi, certains ont certaines qualifications, mais ils peinent à travailler puisque leur document n'est même pas reconnu. Actuellement, nous attendions peut-être que ce gouvernement actuel qui, quand ils étaient à l'opposition, ils plaidaient pour notre cause à travers leur
certaines personnalités qui sont de leur groupe. Mais depuis qu'ils sont là, il n'y a pas eu de contact, de révision de ce dossier mauritanien et rien du tout. La rencontre africaine des droits de l'homme est depuis longtemps au chevet de ces réfugiés mauritaniens et pour elle, il faut que l'État du Sénégal s'engage encore plus. Djibril Baldé. Je suis le responsable du département réfugiés migrants à partir au niveau de la RADDHO. Un requérant d'asile peut introduire sa demande. La demande peut traîner jusqu'à 3 ans. Les pays comme donc le Togo ou bien l'Afrique du Sud, la procédure ne dépasse pas vraiment 6 mois. L'autre difficulté, quand le gouvernement octroie le statut de réfugié à une personne, cette personne doit bénéficier d'une carte d'identité de réfugié plus un passeport. Cette carte d'identité n'est pas reconnue par certains départements privés ou bien même publics donc de l'État. On ne peut pas ouvrir un compte bancaire. On ne peut même pas acheter une carte SIM. Encore moins être recruté par quelqu'un. Autre difficulté soulevée par la RADDHO, l'absence d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile les plus vulnérables. La RADDHO plaide aussi pour une plus grande volonté politique du Sénégal en ratifiant les conventions et autres traités internationaux. Le Sénégal donc qui accueille 20 000 réfugiés, la plupart des Mauritaniens. Midi 20 minutes, Boubacar Dieng dans ce studio. Bonjour. Bonjour Barthélémy. RFM. L'actualité internationale. D'abord, la guerre entre Israël et l'Iran. Emmanuel Macron qui appelle à un retour à la négociation. Et pas plus tard que ce matin, l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté des missiles aériens iraniens plutôt en direction de l'État hébreu. Pour le président français, il faut absolument prioriser le retour à la négociation. Un récit d'Anna Rocha. Pour le président français, personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. Depuis le salon d'aéronautique du Bourget en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a expliqué qu'il s'agit d'une vraie menace. La France ne l'a jamais négligée et a été au cœur des négociations sur l'accord sur le nucléaire en 2015. Mais le président Macron soutient également qu'il était nécessaire de prioriser le retour à la négociation de fond. Personne ne peut sérieusement penser que cette menace, on y répond avec les opérations en cours uniquement parce qu'il y a des centrales extrêmement protégées et nul ne peut aujourd'hui dire où est l'uranium enrichi à 60%. Le dirigeant français pense que c'est un programme dont il faut reprendre le contrôle par l'expertise technique et la négociation. En ce sens, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a rendez-vous ce vendredi après-midi avec ses collègues allemands et britannique à Genève pour proposer une offre de négociation présentée comme complète, diplomatique et technique. Il va ensuite rencontrer le ministre iranien, toujours cet après-midi. Concrètement, il souhaite que l'Iran manifeste sa volonté de rejoindre la plateforme de négociation. Et nous parlons de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le RHDP qui réagit à l'accord signé entre le PDCI et le PPACI. Le parti au pouvoir a réagi à cet accord entre le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo par la voix de son secrétaire exécutif Cissé Ibrahim Bakongo. Un accord qui a surpris plus d'un. Le RHDP en premier après près de 4 mois donc de la présidentielle. Les deux poids lourds de l'opposition ivoirienne ont déclaré s'être unis autour d'objectifs communs, à savoir combattre la probable candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat et le retour sur les listes électorales. Nous suivons ces précisions de Gobia Yabi. C'était prévisible. Le RHDP, le parti au pouvoir, par la voix de son secrétaire exécutif, Cissé Ibrahima Bakongo, a réagi à la signature du Front commun PPACI et PDCI, annoncé ont-ils déclaré, pour combattre un probable 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il s'agit d'attelage de deux formations politiques, mais aussi d'attelage de deux narcissiques. Un narcissique mythomane manipulateur, Tidjane Thiam, et un narcissique violent, Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont ça en commun. Ils parlent matin, midi et soir de je. Ils conjuguent je du début à la fin de leur discours. Bon, c'est quand même préoccupant. Alors, le président Laurent Gbagbo, il l'a dit encore aujourd'hui, lui il s'appelle Laurent Gbagbo. Il est celui qui a combattu, il est celui qui s'est battu contre le président Houphouët-Boigny. Il s'entend pas parler parce que il parle pendant qu'il est à côté ou en face du petit-fils de celui qui dit avoir combattu. Vous voyez ce que je dis? Le RHDP semble avoir été surpris. Rien ne présageait d'une telle union entre ces deux partis que tout paraissait opposé. Mais feu Henri Konan Bédié, ex-président du PDCI, déclarait que la politique était la saine appréciation des réalités du moment.
alors que le parti au pouvoir prépare son deuxième congrès ordinaire pour les 21 et 22 juin 2025 qui révélera le nom de son candidat au présidentiel. Ce front commun tombe comme un véritable coup de massue. Et comme le diraient les Ivoiriens, l'itinéraire est recalculé. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Gobia Yabi, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel qui sont attendus au premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest qui se tient au Nigeria, des représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, malgré leur départ de la CEDEAO, pourraient donc se rendre à Abuja ce vendredi 20 et demain samedi 21 juin. Abuja va devenir un carrefour du commerce et de l'investissement pour l'Afrique de l'Ouest. Ce sommet régional est porté par le Nigeria et non par la CEDEAO. Barthélémy Ngom. Et puis nous reparlons de la journée mondiale des réfugiés qui, je le rappelle, est célébrée ce 20 juin. Signalez que cette année, l'accent est mis sur la solidarité. Une solidarité au moment où le nombre de personnes déplacées atteint un record historique de 120 millions selon le HCR. Malgré l'ampleur des besoins, les aides humanitaires diminuent fortement. Jérôme Baudin de Handicap International alerte sur une baisse de 10% de l'aide mondiale en 2024 et craint une chute encore plus marquée en 2025, notamment à cause du retrait des financements américains qui représentaient 45% de l'aide. Les perspectives pour 2026-2027 sont aussi préoccupantes avec des coupes prévues pour plusieurs pays européens. Le climat et les conflits restent les principaux moteurs de ces déplacements massifs. L'aide humanitaire Barthélémy apparaît comme la grande perdante des arbitrages budgétaires. Et c'était tout pour cette page internationale. Merci beaucoup Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Refus d'octroyer des visas à des athlètes sénégalais, la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko contre les États-Unis sur la question quel impact sur la diplomatie sénégalaise. Le débat tout à l'heure avec nos deux intervenants. Nous serons avec Mamadou Fall, ancien ambassadeur, et Ali Faringaï, spécialiste des relations internationales. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour à vous, Barthélémy Ngom. Une nouvelle candidature annoncée pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Et c'est le manco qui semble voler en éclats. Plusieurs candidatures déclarées au poste de président de la Fédération sénégalaise de football. La dernière en date, celle de l'actuel président d'AS Bambey, Abdoulaye Fall, soutenu par le vice-président de la Fédération en charge des compétitions internationales, Chersek, mais également Iliman Lam, qui fait partie de l'attelage fédéral. Dans une lettre conjointe rendue publique, ils ont fait part de leur intention de concurrencer Augustin Senghor qui aurait émis le vœu de se succéder à lui-même. Le journaliste Mamadou Koumé, ancien président de l'Association nationale de la presse sportive, invité ce matin dans RFM Matin, a donné son avis sur la question. Ah oui, le camp se divise en deux, ça c'est évident. Quand les gens étaient ensemble, ils décident de présenter deux candidats, ça veut dire que le camp s'est fissuré. Alors peut-on dire dans ce cas de figure que c'est une candidature de trop, celle d'Augustin Senghor? En fait, comme il n'y a pas de limite dans les mandats, le président Senghor peut toujours dire oui, mais moi je n'ai aucune limite, je peux me représenter, il se représente. Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, comme je disais, si le président Senghor se représente, il va faire 20 ans. S'il passe, il va faire 20 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. C'est inédit d'ailleurs. Alors, est-ce qu'Augustin peut-il faire un meilleur résultat comparé à ce qu'il a fait jusqu'ici pendant 6 ans? Ça va être difficile. Le meilleur résultat, c'est quoi? Le meilleur résultat, c'est gagner encore une CAN, c'est gagner d'autres compétitions, c'est que le Sénégal joue un rôle plus intéressant. Je pense que pendant les 16 ans, quand même, sous Senghor, on a eu de bons résultats. Il faut le reconnaître. Et s'il est réélu pendant les 4 ans, est-ce qu'il peut faire mieux? Bon, ça c'est une question. Oui, cher, nous parlons de football. Le championnat du Sénégal, ce week-end, reste décisif dans la course pour le titre. Et à préciser que cela tire à sa fin puisque nous en sommes à la 28e journée, plus que 3 journées pour désigner le vainqueur. Le Giraffe de Dakar, l'Union sportive de Gorée, l'Union sportive de Ouakam en pole position sur le CAM.
L'une des attractions de cette 28e journée de la Ligue 1 reste l'affiche US Ouakam Jaraaf avec comme enjeu la première place. Actuel leader avec 47 points et le Jaraaf de Dakar voudra sans nul doute garder son fauteuil de leader. Chose bien possible si les Verts et Blancs obtiennent le même résultat que lors de la phase aller face aux Ouakamois. Les protégés de Malik Daf avaient battu l'US Ouakam sur la plus petite des marques, 1-0. Une victoire parmi les 13 succès enregistrés par le club de la Médina depuis le début de la saison. Mais attention à cette équipe de l'US Ouakam qui est seulement à 3 longueurs derrière son adversaire du jour. Et vu les performances réalisées ces dernières journées, l'US Ouakam va rendre la tâche très difficile au Jaraaf Men. Classé 3e avec 40 points, les Rouges et Blancs de Ouakam lorgnent également le fauteuil de leader. Alors, cette rencontre prévue ce samedi au stade municipal de Ngor s'annonce palpitante. Mais l'US Gorée, 2e au classement avec le même nombre de points que le Jaraaf, va suivre de près ce match US Ouakam Jaraaf. Les Goréens vont aller défier le Casa Sport et vont se donner les moyens qu'il faut pour reprendre la première place. Mais ça ne sera pas une tâche facile pour les insulaires puisque l'équipe Fagnon de Ziguinchor, classée 11e avec 31 points et qui est à 6 points d'avance sur les équipes relégables, voudra remporter les 3 points de la victoire pour se mettre à l'abri et éviter les calculs. Cette rencontre est prévue ce dimanche au stade Alioune Sitoé Diatta. Alors, Sodekam, le tableau complet des rencontres de la 28e journée de la Ligue 1 demain samedi au stade municipal de Ngor à 17h. Union sportive de Ouakam contre le Jaraaf de Dakar. Vous l'avez dit, Oslo FA va accueillir à la même heure le stade municipal des Parcelles Assainies, Dakar à Sacré-Cœur. AG de Rufisque jouera au stade Ngalandou Diouf toujours demain samedi à partir de 17h contre la Linguère de Saint-Louis. Dimanche pour la suite des rencontres à 17h au stade La Dior de Thiès, Walidane Génération Foot. Au stade municipal des Parcelles Assainies, Guédiawaye Football Club va accueillir Teungueth FC. Le Casa Sport de Ziguinchor jouera à 17h dimanche au stade Aline Sitoé Diatta lors de la réception de l'Union sportive de Gorée. Vous l'avez dit également sur le cam. Sonacos a expliqué n'est prévu pour le dimanche au stade Elimanel Fall à 17h également. Et puis à 17h toujours ce dimanche, mais cette fois-ci au stade des HLM. HLM jouera contre l'équipe du Diamono de Fatick. Et puis Barthélémy, nous allons terminer avec la Coupe du Monde des clubs à noter que tout à l'heure à 16h ou plus tard cette nuit plutôt, on suivra donc tout à l'heure à 16h plutôt, le Benfica Lisbonne jouera contre Auckland City. À 18h, ce sera au tour de Chelsea de Nicolas Jackson et de Mamadou Sarr de jouer contre la formation brésilienne de Flamengo. Et puis à 22h, on suivra cette confrontation entre Los Angeles FC et l'Étoile sportive de Tunis. Toujours cette nuit pour boucler la boucle à 1h. Ce sera au tour de Bayern de Munich d'en découdre avec les Argentins de Boca Juniors. Hier a précisé cette défaite dans la nuit de l'équipe du Paris Saint-Germain, le PSG, qui a été battu par la formation brésilienne de Botafogo. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le parti PASTEF, parti de la rupture, est-il en train de se fissurer de l'intérieur? Ce matin, en tout cas, la presse sénégalaise s'invite au cœur de la guerre froide qui couvre à l'Assemblée nationale. Et c'est un duel fratricide qui se joue au sommet de PASTEF. Gu renverse la table, titre d'ailleurs le quotidien. Guy Marius Sagna reçoit une salve de réprobation renchérie, point actu, pendant que Walfadri met les pieds dans le plat. Guy Marius désigne El Malik, le député de PASTEF, accuse, dénonce et fracasse ce qu'il qualifie de pratique d'un autre âge, distribution de billets pour le pèlerinage, véhicules de luxe pour les parlementaires, fonds sans justificatif. En face, El Malik, le président de l'Assemblée nationale, encaisse sans broncher ou presque, mais son second, le premier vice-président de l'institution, a répondu. Ismaël Diallo parle d'affabulation et se pose en rempart contre ce qu'il considère comme une dérive langagière d'une grande malhonnêteté intellectuelle. Un homme qui a son propre agenda, Guy Marius Sagna, il n'est pas celui qu'il prétend être. Fadilou Keïta, qui se joint au débat, pense que Guy Marius Sagna n'a pas raison du tout dans ce débat. Prenant fait et cause pour El Malik, il dit ce qui suit. Point actu le rapporte sans attendre. Le DG de la CDC relève qu'il croit plus à El Malik Ndiaye qu'à Guy Marius Sagna. Tout est affabulation dans ce que Guy Marius Sagna dit. Fin de citation. Dans la foulée, mais sur un tout autre registre, c'est le DG de la LONASE qui va au front
pour réfuter ces autres accusations de marché de gré à gré à l'ONAS. Dans le journal Enquête, Toussaint Manga refute les accusations donc de gré à gré qui auraient été conclues avec des partenaires au compte des 27 contrats, dit-il, en cours ne relèvent du code des marchés publics car il ne s'agit pas de marché classique. Dans le même sillage, la LONASE informe qu'aucun contrat n'a été signé avec SFMC et se réserve le droit d'ester en justice. Sur le marché d'électrification rurale et le bras de fer Azer AE Power, Thierno Alassane Sall maintient ses accusations. Il remue le couteau dans la plaie. Il y a des actes délictuels du faux dans cette affaire. Le tribunal doit sanctionner AE Power et Sonac, dit encore Thierno Alassane Sall, qui dénonce la fable de la dérogation et exige le retrait des marchés. Refus de visa aux basketteuses sénégalaises qui voulaient se rendre à un stage aux États-Unis. Sonko snob les États-Unis justement et fait un clin d'œil à la Chine. Le Premier ministre mécontent demande de rester au Sénégal et d'organiser la préparation en cadre souverain. Pour Wafatri, Sonko enrage contre les États-Unis et cajole la Chine. Notre Premier ministre est incapable de se hisser à la hauteur qu'exigent ses fonctions. Réagit Yoroya, analyste politique et par ailleurs reproche la paire. Sonko doit se calmer, a dit de son côté Adama Gaye, mais Waly Diouf Bodian martèle que dans les relations internationales, le respect s'arrache. Titre du Sud Quotidien, Sonko, donc Washington et en sens Pékin. Le journal Enquête qui s'est intéressé à la souveraineté ou à la susceptibilité, c'est selon, note que Sonko en tout cas fait face au défi de la diplomatie. Le stage de préparation des Lions prévu aux États-Unis annulé donc après un refus de visa à plusieurs choses. L'opposition dénonce une réaction impulsive et diplomatiquement contre-productive. L'ambassade américaine garde le silence tandis que sur les réseaux sociaux on salue une posture ferme. Et puis le DG de l'AS convoqué à la cybercriminalité. Le journal relève que le directeur général du groupe Amadouba est convoqué à la cybercriminalité aujourd'hui à 11h. Il a reçu un coup de téléphone dans ce sens hier, même si les motifs de la convocation ne lui ont pas été notifiés. Il compte répondre à la convocation comme tout bon républicain, dit encore le journal. Bon lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Refus d'octroyer des visas à des athlètes sénégalais, la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko contre les États-Unis sur la question. Quel impact sur la diplomatie sénégalaise? Pour en parler dans la rubrique Point de vue, nous sommes en ligne avec Mamadou Fall. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Merci Fall, vous êtes ancien ambassadeur. Notre deuxième intervenant, Ali Farid Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour Barthélémy. Spécialiste des relations internationales. D'abord, la première question au doyen Mamadou Fall, ancien ambassadeur. Vous avez suivi certainement cette dernière sortie du Premier ministre suite au refus des États-Unis d'octroyer des visas à des athlètes sénégalais qui devaient se rendre aux États-Unis donc dans le cadre de leur préparation. Ousmane Sonko donc qui a demandé aux athlètes de rester au Sénégal pour suivre leur préparation, mais il a exprimé également sa profonde gratitude à la République populaire de Chine qui a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation à nos athlètes ainsi qu'à leurs encadreurs dans la perspective donc des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Alors, que comprendre sur ces propos du Premier ministre? C'est une sortie contre la décision des États-Unis. Que comprendre dans le fond? Non, c'est pas contre. C'est en réaction à la décision des États-Unis. Parce que vous savez, le visa, c'est un peu une attribution, disons, c'est un peu une compétence de l'État et qu'il exerce souverainement. Alors maintenant, ça c'est pour le côté États-Unis, mais également une autre règle, c'est la réciprocité. C'est érigé en principe dans les relations internationales. Mais c'est encadré également, Donc voilà un peu pour situer simplement le problème. On a deux pays souverains, un qui a pris une décision et l'autre qui a réagi par rapport à cette décision. Mais est-ce que les États-Unis ne peuvent pas
voir du mauvais œil cette sortie. Le Premier ministre qui chante les louanges de la Chine au détriment des États-Unis. Non, il ne faut pas faire trop rapidement le rapprochement, parce que déjà, ce n'est pas le même domaine. Ce que la Chine offre, c'est que les gens puissent obtenir des bourses. Oui, mais là il dit carrément que la Chine a octroyé plusieurs dizaines de bourses de préparation à nos athlètes. C'est en quelque sorte une réponse à cette décision prise par les États-Unis. Moi, je ne fais pas le lien. Mais je dis que, en tout cas, la réaction du président, c'est tout à fait normal. Parce que la réciprocité, c'est une règle, tout comme la décision d'octroyer ou non un visa, c'est également un principe. Donc, chacun est dans son rôle. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Excellence. Ali Farindiaï, qu'est-ce que vous comprenez à travers cette sortie du Premier ministre? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Premier ministre n'a fait qu'appliquer à l'Amérique ce que l'Amérique elle-même est en train de faire. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent que quand il s'agit des questions internationales, si le président prend une décision, même si ce n'est pas la bonne, ils font ce qu'ils appellent le rally round the flag, le rassemblement autour du drapeau, c'est-à-dire autour du chef. Et il faut comprendre donc que le Premier ministre n'a fait que réagir et retourner à l'Amérique ce qu'effectivement elle est en train de faire. Parce que leur montrer la souveraineté totale du Sénégal sur les questions politiques étrangères, comme l'a dit son Excellence, appliquer la réciprocité et montrer le respect mutuel que tout pays, fût-il la première puissance américaine du monde, doit avoir vis-à-vis de tous les pays du monde. Et c'est pourquoi il faut saluer cette décision, et parce que quand le Premier ministre parle de bénéfices partagés, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est plus dans le schéma où on pense que les premières puissances ou les puissances les plus importantes, on doit accepter toute proposition pour être dans leur grâce. C'est une affaire d'autonomie extraordinaire. Et là, il faut le saluer d'autant plus qu'on dit en politique étrangère aux États-Unis que la chose la plus coûteuse, c'est que quand une menace échoue et quand une compromission réussit, a threat when it fails and a compromise when it succeeds. Donc, en prenant cette position-là, le Premier ministre a montré qu'il y a un nouveau shift dans la diplomatie sénégalaise qui consiste à respecter la dignité du peuple sénégalais d'abord et ensuite respecter les intérêts du Sénégal. Et c'est ça, cela qu'il doit y avoir aussi un rassemblement autour du Premier ministre, autour du gouvernement pour soutenir cette initiative et montrer à l'Amérique que même si on sait que des réalités politiques internes et des conflits qui pourraient exister entre le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité intérieure, et que c'est pour montrer que ces décisions de l'administration Trump sont en train d'impacter sur les intérêts de l'Amérique à travers ses partenaires les plus stratégiques, dont le Sénégal. Donc c'est une réciprocité. Absolument, c'est une réciprocité. Il faut saluer la promptitude de la réaction sénégalaise. Parce que, comme le disait si bien le président Sékou Touré, la vérité traduit l'attitude de dignité d'un leader. Et que quand on représente un pays, on doit être le symbole, effectivement, de ses intérêts et le symbole de sa fierté. Et c'est ce que, effectivement, le Premier ministre Ousmane Sonko est en train d'être fait. Et en parlant, effectivement, de cette question et en faisant la transition vers la Chine, le Premier ministre est en train de montrer tout simplement que le Sénégal n'est plus dans une position de demandeur parce que le monde n'est plus un monde unipolaire et que le Sénégal peut diversifier ses partenaires et bénéficier effectivement d'un certain nombre d'avantages qu'il peut perdre à travers, par exemple, un pays comme l'Amérique et le retrouver à travers la Chine. Si on sait que, la Chine a toujours sur des questions sportives soutenu le Sénégal depuis la création de stades partout, y compris le stade de l'Amitié. Et ici, on sait aussi qu'aujourd'hui, la Chine est devenue aujourd'hui le marché du monde et l'allié le plus stratégique pour les pays africains. Et le partenaire qui est plus ouvert à financer un certain nombre de projets structurants dont le Sénégal a besoin, si on se réfère des avantages et des accords entre la Chine et le Sénégal, qui a impacté sur des procès industriels, qui a impacté sur des infrastructures et qui ont été aussi plus rapides parce qu'effectivement, les processus de décaissement avec les industries chinoises et les Exim Bank China ont montré que la Chine est plus prompte, plus réceptive à aider l'Afrique et parmi eux, le Sénégal a impulsé des projets structurants de manière graduelle, de manière rapide, et puis dans le respect aussi des intérêts, de la dignité et des avantages du Sénégal. D'accord, Ali Farid Ndiaye. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndiaye. Son Excellence Mamadou Fall, une lecture plus globale de la situation.
semble prouver que la diplomatie sénégalaise est en perte de vitesse. En atteste un peu l'échec d'Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement, pour ne citer que cet exemple. Un échec qui ne saurait être réduit à un simple revers personnel. Globalement, en tant qu'ancien ambassadeur, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'état de la démocratie sénégalaise? La diplomatie. De la diplomatie, j'allais dire, je me suis trompé. Oui. Non, moi, je pense que, en tout cas, nous avons déjà des autorités, comme le Premier ministre, qui jouent leur rôle quand même, avec dignité, avec courage, et en pensant qu'un État, on le représente dans les principes. C'est ce que le Premier ministre a fait. Moi, j'ai beaucoup approuvé sa réaction. Même si j'ai dit tantôt que bon, c'était quand même le droit des États-Unis également de poser ces problèmes. Alors, mais la réciprocité, c'est également, ça je voulais un peu préciser les choses, c'est que la réciprocité, elle ne doit pas être lue dans un sens. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal aurait pu réagir sur d'autres thèmes de souveraineté pour montrer aux États-Unis qu'il n'a pas approuvé tellement cette attitude, même si c'est le droit des États-Unis. Donc, on peut avoir des réactions dans d'autres domaines, et c'est la responsabilité est là à examiner dans le sens large. Les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, le Sénégal aurait pu leur refuser un droit de survol, etc., quelque chose comme ça. Donc, il y a une panoplie de mesures qui peuvent être prises dans le cadre même des visas, pourquoi pas. C'est très bien quand les gens voudront venir ici, mettre un petit coup pour que nos amis américains sachent que ça a changé. Mais de façon globale. Laissez-moi terminer un peu. Oui, allez-y. Le Sénégal n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que chaque fois que les Occidentaux prenaient des mesures contre le Sénégal ne réagissait même pas. On a rarement ici convoqué les ambassadeurs, alors qu'ils ont dit bien des choses qui en valaient la peine. Donc moi, je comprends bien, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais voilà. Donc, c'était pour préciser que même la réciprocité doit être entendue au sens large. Il y a des contre-mesures qu'on peut prendre dans des domaines différents de celui où on considère on n'est pas satisfait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mamadou Fall, ancien ambassadeur. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Ali Faringa, je termine avec vous. Alors, aujourd'hui, la diplomatie sénégalaise qui semble perdre davantage sur la scène, perdre ses repères sur la scène internationale. Vous en êtes convaincu en tant que spécialiste des relations internationales? Si on s'accorde, si on se base sur les critères traditionnels d'évaluation d'une démocratie, d'une diplomatie internationale basée sur l'inversion, sur l'ordre des priorités, à savoir se focaliser sur les partenaires traditionnels que sont la France, les États-Unis, l'Angleterre, là, effectivement, la question devient, se transforme. Mais quand on se rend compte que maintenant, on a une diplomatie qui s'est concentrée sur nos voisins immédiats, ou ce qu'on appelle nos meilleurs diplomates qui rêvaient d'aller à Washington et à Paris sont aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Mali, en Mauritanie et en Gambie, ce qui est un changement de paradigme. La deuxième chose, quand on se rend compte que la diplomatie est orientée maintenant sur des options économiques de transformation et de partenariat avec les pays africains, afin que les économies puissent être interconnectées, que les produits soient raffinés et transformés à l'intérieur de l'espace africain, on se rend compte que les nouvelles objectifs ne cadrent pas. Mais justement, c'est là où se trouve le problème, parce que on veut changer de paradigme, mais apparemment la visibilité, les connexions peinent à prendre forme. Oui, c'est-à-dire, si on se rend compte qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la sous-région, les initiatives du président Diomaye Faye,
à travers l'Afrique, du Premier ministre à travers les pays de l'EAS et nos partenaires traditionnels font que maintenant, l'effort diplomatique et l'offensive diplomatique est orientée exclusivement ou bien à plus de 90% vers les pays du tiers-monde et vers des puissances comme la Chine et les puissances comme le BRICS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la diplomatie ne se limite plus à une surreprésentation sénégalaise dans des institutions internationales. À l'époque, on disait que le Sénégal accaparait tous les postes au niveau international, au niveau des Nations Unies, au niveau des systèmes de l'Union africaine. Mais maintenant, il faut se rendre compte que d'autres pays ont senti la nécessité de créer des situations qui font que les intérêts des organisations doivent obéir sur les profils qu'on doit mettre à position. Et malheureusement, souvent, c'est ce que les gens ne comprennent pas et ils pensent que c'est à chaque fois qu'il y a un candidat sénégalais qui perd, c'est un revers de la diplomatie sénégalaise. Non, parce que si un candidat sénégalais perd ou un candidat africain voisin gagne, ça veut dire que l'option panafricaniste des nouveaux autorités font qu'effectivement, c'est le même combat qui est continué par d'autres hommes appartenant à d'autres espaces géographiques. Donc, les représentations du Sénégal et le recul dans les postes à compétition ne sont pas le seul critère déterminant pour évaluer la diplomatie des nouvelles autorités. D'accord. Une dernière question, Ali Farindiaï. On dit souvent que dans le jeu subtil des relations internationales, eh bien, l'influence se joue sur l'intelligence et la maîtrise des équilibres. Vous avez vu ça chez les nouvelles autorités? Oui, c'est-à-dire il faut aussi intégrer une troisième variable extrêmement importante, le processus de maturation de la décision. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, comme on dit en diplomatie, le peu on parle, le moins on parle, le plus on a des chances de réussir. Et ce processus de maturation obéit à des logiques graduelles et incrémentales. Ça peut se faire dans le temps, mais il va falloir qu'on comprenne que ce n'est plus uniquement les États qui sont les principaux acteurs. Il y a ce qu'on appelle des players, des acteurs qui ne sont pas des acteurs, qui sont des acteurs non étatiques. Aujourd'hui, c'est les organisations internationales, c'est les think tanks, c'est les symboles des droits de l'homme. Tous ces éléments-là doivent être intégrés pour avoir une vision diplomatique globale qui intègre un clavier de données pour impulser une nouvelle dynamique en vue d'une créativité nouvelle à la tête de la diplomatie sénégalaise. D'accord, merci. C'est à cette autorité, c'est à cette vision-là qu'on souhaite que les nouvelles autorités continuent afin que la diplomatie soit arrimée à l'économie, à la transformation et à l'intégration de nos économies, qui est gage du renouveau économique. Et renouveau économique sans laquelle il n'y a pas de prospérité diplomatique. Merci Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales. Merci également au doyen Mamadou Fall, ancien ambassadeur. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde d'Aliba. Réalisation Eladjindio Goudien, plutôt chef d'édition Awambaï. Bonne suite de programme. Goudien sera là dans moins de 8 minutes pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la RFM. Publicité sur RFM. Sunu jeu moto ki ren avec Orange édition spéciale Thiès yegsi na tàmbale Ziguinchor jaar Dakar wàcc si na Thiès waaw fii ba le 26 juin saa yoo souscrire benn Mixel au dièse 220 dièse wala sa app Maxit mën nga gagné Jakarta bu bees tàq waaw loo gën a rechargé yokk sa